Si on voulait en revenir aux besoins pour faire du développement durable, il faudrait baisser notre consommation, ralentir la croissance, entrer dans ce que j'appelle véritablement une gestion de la décroissance économique. Parce qu'on ne peut pas soutenir notre rythme actuel de croissance. Qu'est-ce que Brundtland a dit pour définir le développement durable? C'est de satisfaire les besoins du présent en pensant aux générations futures. Mais le mot-clé, c'est les besoins. Est-ce qu'on a besoin des téléviseurs 52 pouces? Est-ce qu'on a besoin d'autos qui sont 40 plus puissantes qu'il y a 15 ans ou qui sont 50 plus puissantes que tout ce qu'on trouve en Europe? On accepte d'être en arrière dans tous ces domaines-là au nom du confort, au nom... Et on ne se pose pas la question, c'est ça des besoins? Non, c'est pas ça des besoins. Donc, qu'on mette n'importe quelle étiquette verte par-dessus, on n'est pas dans une logique de besoin. Parce qu'il y a comme une espèce d'axiome que personne ne remet en question dans notre société. Si ça augmente la consommation, les profits et fait rouler l'économie, c'est bon. Quand on réalise que, par exemple, la construction domiciliaire augmente autour de Montréal. Alors, on dit l'économie reprend, la construction domiciliaire reprend. On ne réalise pas trois choses. C'est qu'on vient de perdre de nouveaux territoires agricoles qui sont parmi les meilleurs de la province de Québec. C'est pas une perte sociale, ça. Curieux, tout d'un coup. C'est le genre de comptable qui ne prend que la partie positive de l'addition puis qui ne sait pas soustraire. Il serait peut-être temps que les économistes commencent à apprendre à soustraire. Deuxièmement, ils ne réalisent pas qu'il va y avoir moins de personnes en ville pour payer les services publics. Donc, la dette des gens de la ville va augmenter avec cette immigration vers la banlieue. Et la collectivité va devoir payer des services d'aqueduc, d'égouts et d'écoles à 90 c'est des fonds provinciaux. Donc, à ce moment-là, une nouvelle dette pour l'ensemble de la société. Une perte de milieu naturel, une dette supplémentaire, et on continue dans les médias de dire « bravo, l'économie va ». C'est parce qu'au fond, notre système économique ne sait pas compter. C'est presque une question de gros bon sens et même pas de science. Les gens voient que c'est de la mégestion. Et cette mégestion a toujours été la base des systèmes de profit dans notre société. C'est qu'en fait, on refile les coûts indirects à la société. Je fais des beaux profits parce que j'évite de traiter mes effluents, je les envoie à l'eau, je les envoie à l'atmosphère, ou parce que j'ai ramassé les arbres, ils m'ont à peu près rien coûté, parce que je fais de l'exploitation du pétrole sans penser aux générations futures et en me disant, ouaf, on peut peut-être en une génération, nous autres, brûler 3/4 des réserves, et puis au moins on va s'amuser avec nos Camaros. C'est ce genre de logique courte vue qui, évidemment, nous précipite dans les problèmes actuels qu'on connaît en environnement et en économie. Et moi, je dirais que le bon gestionnaire en environnement doit être capable, non pas de vivre avec les normes d'aujourd'hui, mais d'anticiper celles qui s'en viennent. Si aujourd'hui, vous consommez beaucoup de combustibles fossiles, les actionnaires ont besoin de le savoir, parce que ça veut dire que ça, c'est une entreprise qui va avoir des problèmes dans 5 ans ou dans 10 ans, et des gros. Pas bon d'investir dans une entreprise qui va s'écrouler peut-être à cause de l'obligation d'acheter des crédits de carbone dans 5 ans ou dans 10 ans, dans des proportions telles que ça va compromettre ses profits. Bien, en environnement, moi, je dirais, on a besoin dans les entreprises aujourd'hui d'un vice-président en environnement pour être capable à la fois de gérer l'entreprise intelligemment sous ce rapport, mais aussi d'anticiper ce qui s'en vient et d'être capable de placer la réflexion en amont des décisions d'orientation et non pas après. Qu'est-ce qu'on nous sert à la place en termes de philosophie de développement durable? On va marier l'économie et l'environnement. Un peu d'économie, puis un peu d'environnement. Sauf que quand tu les mets sur le même pied, qu'est-ce qui se passe? C'est comme dans beaucoup de couples. En principe, ils sont égaux, mais ça finit pas toujours égaux. Puis on sait lequel gagne, c'est l'économie. Les besoins, la recherche de profit, le court terme. Mais ultimement, quand la crise environnementale, si on continue de miser sur la consommation, quand la crise environnementale, elle, va se dessiner, quand on va arriver au bout du rouleau dans le domaine du pétrole, dans le domaine des mers, etc., bien là, on ne pourra pas éviter cette crise économique. Quand il restera 2 poissons, ils ont des chances de se vendre très cher. Puis peut-être que c'est pas tout le monde qui va pouvoir se les payer. Alors, c'est évident qu'à ce moment-là, là, il n'y aura plus de sortie. On ne pourra pas pelleter le problème en avant. Là, on sera rendu au mur.
faut donner une voix à la contre-réflexion, aux idées nouvelles, pour être capable de faire un bilan de plus en plus en profondeur de nos modes de production, de nos façons de penser et d'organiser le travail et la vie. Louis-Gilles Francoeur, journaliste au Devoir, j'ose pas trop dire créateur de valeur, je trouve ça trop ambitieux. On me compte à dire journaliste spécialisé en environnement.